Voici votre nouvel opus, ça s'appelle Nous les vivants. Je vais juste me permettre de planter le décor. Nous sommes en Argentine, dans une petite ville un peu au bout du monde qui s'appelle Uspallata. On va faire connaissance avec un pilote d'hélicoptère. On ne connaîtra son nom qu'à la toute fin du roman. Vous allez d'abord nous présenter le lieu dans lequel il vit. Ensuite, vous allez nous parler de sa famille, avec la petite Rosario, avec Catalina. Et puis, vous allez nous parler de son métier. Et puis, à un moment, le roman va basculer, parce que nous sommes le jour de l'Ascension en 2012. Et là, il est appelé pour une mission d'urgence, pour aller au refuge de Maravilla. Pourquoi avoir eu envie de nous emmener en Argentine, vous qui êtes à la fois romancier, mais aussi un grand marcheur, vous l'avez prouvé dans plusieurs de vos titres. C'est un pays que vous connaissez, qui vous tente, qui vous fascine. Pourquoi l'Argentine? Alors ça, c'est vraiment le genre de question auquel il m'est très difficile de répondre, parce que la seule chose qui distingue l'Argentine parmi tous mes écrits qui se situent souvent dans des pays où j'ai voyagé, des pays où j'ai marché, c'est que je n'y suis jamais allé. Je connais très mal l'Amérique du Sud, c'est une terre qui est vierge, mais qui en revanche qui n'est pas vierge d'inspiration et qui représente pour moi une sorte d'ailleurs fantasmé. Donc j'ai voulu y loger des fantasmes, des rêves et une aventure qui est vraiment sur la ligne de crête entre la réalité, voire le réalisme, parce que c'est un roman qui est très naturaliste dans son évocation des montagnes ou de la vie de ce pilote d'hélicoptère, et en même temps une sorte de rêve éveillé, de dimension onirique, voire spirituelle. Donc l'Argentine, qui est un pays vierge d'évocation pour moi, était le cadre idéal. Et donc pas n'importe quelle Argentine, Uspallata, qui est entourée par la cordillère des Andes. Et votre roman va évoluer puisque ce pilote d'hélicoptère est appelé pour une mission d'urgence. Il doit rejoindre ce refuge. Il laisse sa femme et sa fille en leur promettant bien sûr de revenir. Et puis il arrive dans ce refuge où finalement on ne l'attend pas du tout. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'urgence. Il y a le responsable du refuge. Et puis il y a un autre homme qui curieusement s'appelle Jésus, on va dire Jésus peut-être, puisque nous sommes en Argentine. Et lui, il a une mission spécifique. Il est chargé d'entretenir les bornes marquant la frontière entre l'Argentine et le Chili. Et ces deux hommes vont avoir une relation assez surprenante avec notre pilote d'hélicoptère, ce qui veut dire que très vite, on se demande si nous sommes dans un conte fantastique, dans un thriller peut-être, parce qu'il y a une tension qui se fait jour entre les trois personnages. Et puis petit à petit, vous allez planter des petits cailloux qui vont nous amener vers un roman qui se veut peut-être un peu plus ésotérique. Quelle a été la construction de ce roman? Alors la construction, effectivement, c'est... contrairement à beaucoup de mes livres que je médite, que je prépare sciemment, dont j'établis les plans, auxquels je travaille des mois et qui finalement sont un aboutissement d'un synopsis esquissé dès le départ, réalisé avec méthode, celui-ci, il est venu dans une sorte de pêle-mêle et de désordre que j'espère inspirer, mais malgré tout de désordre. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai essayé de l'écrire, j'ai fait pas moins de 47 départs, 47 débuts qui allaient dans toutes les directions. D'ailleurs, certaines trames du récit étaient en Argentine, mais d'autres tout à fait ailleurs dans le monde. Et finalement, rien ne marchait jusqu'au moment où j'ai remis l'écriture de ce livre à mon inconscient. Et j'ai eu l'impression de l'écrire tout entier dans une sorte d'hypnose, voire sous la dictée. Donc c'est vrai qu'il est très singulier dans mon parcours littéraire. C'est le premier roman qui manie le je, la première personne du singulier. Tous les autres, voilà, c'est des personnages à la troisième. C'est le premier qui parle vraiment de l'ici et maintenant, et c'est finalement celui qui met le plus personnel. L'hélicoptère a un rôle capital parce qu'à un moment, notre pilote va vouloir essayer de repartir, la neige va tomber parce qu'on l'a un peu fait boire, l'hélicoptère va à nouveau réussir à s'envoler mais va revenir sur lui-même et il va être obligé d'atterrir à nouveau sur le refuge de Maravilla et c'est pour ça que je parle de conte fantastique parce qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose de tout à fait inattendu. C'est aussi une façon de montrer que l'humanité, la technologie ne peuvent pas tout face à quelque chose qui nous dépasse. Oui, je pense que notre civilisation en particulier, mais on va dire notre espèce au temps présent, est fascinée et enivrée par ces réussites technologiques. Et on a l'impression, comme à d'autres époques, comme par exemple dans cette fin du 19e siècle que je connais bien et que j'ai pratiqué littérairement aussi, que tout est accessible à la technologie, que finalement on pourra vaincre les maladies, on pourra vaincre les méfaits de l'altitude, on pourra aller dans l'espace, nous implanter sur d'autres planètes, que sais-je. Et ce roman est une histoire profondément humaine qui marque, parmi d'autres thèmes, justement les bornes, les limites de la technologie. Que certes, nous pouvons suspendre en l'air un véhicule de plusieurs tonnes et franchir les montagnes, mais lorsqu'on est confronté à une épreuve véritablement intime,
eh bien l'être humain que nous sommes rencontre ses limites, malgré la technologie. Notre pilote cherche bien sûr à rentrer chez lui, mais très vite il se rend compte que la technologie le trahit et qu'il ne va pas pouvoir repartir. Il pense encore à sa femme et à sa fille qui forment une sorte de sainte famille avec Catalina et Rosario, mais même la photo qui est dans l'hélicoptère s'estompe peu à peu. Et puis il y a ce personnage Jésus qui est assez énigmatique, mais qui exerce une fascination sur le pilote. Il y a Jésus, et puis très vite notre personnage va citer l'évangile de Luc, et puis très vite on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres connotations mystiques. C'est un roman de foi que vous avez voulu écrire, ou au contraire pas du tout? Ce n'était pas dans l'intention première, ce n'est absolument pas un roman religieux et encore moins dogmatique, mais il a une influence et des préoccupations spirituelles à l'évidence. Maintenant, vous évoquez des références chrétiennes, mais par exemple, ce personnage de Jésus, à certains moments, est appelé le prophète. Et même, on pourrait voir dans certains épisodes du livre, par exemple, la séance assez étrange de nettoyage des bornes frontières qui apparaît vers la fin du livre, comme une évocation de rite maçonnique, par exemple, la taille de la pierre. Donc, je parlais plutôt de syncrétisme. Il y a une dimension spirituelle évidente dans le livre, mais qui est plutôt ésotérique. Et en fait, c'est la recherche des confins de nous-mêmes, des confins de l'expérience humaine, dont les montagnes, qui sont elles-mêmes des sortes de confins du paysage, on ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus loin, et lui-même a atteint le refuge qui se situe le plus loin dans son parcours, dans son périple de pilote qui ravitaille. Eh bien, ces confins on tend vers, c'est une sorte de tangente vers l'infini. Je ne vais pas aller trop loin dans l'intrigue parce que je sais que vous voulez laisser la surprise au lecteur, mais c'est vrai que la montagne, qui au début est citée comme un encombrement du paysage, c'est ce que dit en tout cas notre narrateur dans les premières pages, cette cordillère des Andes devient presque un synonyme de liberté, puisqu'à un moment il va partir avec Jésus sur cette cordillère et il va la voir avec un tout autre regard, comme si lui-même se découvrait quelque part. Êtes-vous d'accord avec cette définition? Oui, c'est un itinéraire personnel. Ça ressemble à une sorte de huis clos et à la fois un huis clos très ouvert, parce qu'effectivement, ce personnage en rencontre deux autres et il ne quitte pas vraiment refuge chaque fois qu'il essaye de partir, de retourner dans la vallée pour retrouver sa femme et sa fille, qui sont la véritable attache humaine, charnelle de son existence. Eh bien, la neige, la tempête et tout un tas d'incidents successifs l'en empêchent. Donc, c'est confiné. Et en même temps, il y a ce vaste panorama des montagnes et il y a cette expérience d'horizon lointain qui l'amène à une aventure intérieure qui, elle, est majuscule. Il me semble qu'il y a quelques liens avec vos précédents titres, que ce soit la solitude, la quête de soi, un voyage initiatique, l'amitié aussi qui intervient dans certaines des pages. Ce sont les liens que l'on peut voir avec vos précédents romans, ou il y en a d'autres? Il y a aussi, je pense, vous avez raison, mais il y a aussi une dimension d'évocation de la nature, et cette fois-ci plus spécifiquement de la montagne. Bon, vous l'évoquiez tout à l'heure, je suis un marcheur très régulier, un randonneur aussi. Mon père était chasseur alpin. Et j'entreprends, d'ailleurs, Albin Michel a publié voici 2 ans, on a publié le récit des 7 premières étapes, j'entreprends un tour du monde à pied. Donc j'ai voulu toutes ces évocations de la fatigue, mais aussi du dépassement de soi-même, du goût et de la quête de l'effort, les mettre dans ce livre. Mais ce qui est central, c'est vraiment la nature. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans l'actualité littéraire, nous avons beaucoup d'écrivains de l'ici et du maintenant, l'autofiction, tous ces courants-là, où je ne m'inscris pas du tout, non pas parce que je les méprise, certains sont fabuleusement doués pour rendre notre époque, mais simplement parce que j'en suis pas capable, c'est pas ma finalité. Et je suis plus attaché à d'autres auteurs, je pense par exemple, pour citer un contemporain, Eri De Luca, qui parle fabuleusement de la montagne, ou pour voir davantage dans le temps Giono, par exemple, la façon dont il parle de la nature, ou même, lui il est un peu oublié, mais Henri Pourrat, qui parlait, l'auteur de Gaspard des Montagnes, Frison Roche, enfin toutes ces figures-là, qui sont devenues un petit peu marginales et qui, pour moi, malgré tout, tracent une dimension de notre environnement qu'on a perdu un peu. Et à l'heure du combat écologique, qui est vraiment central dans mes préoccupations d'homme aujourd'hui de 47 ans, je crois que c'est l'enjeu unique de notre époque. Il est important que la nature revienne dans notre paysage mental. Et ce roman, à son échelle, peut y contribuer. L'importance de la nature, la description des paysages, c'est peut-être aussi pour ça que votre éditeur Gérard de Cortance, en préparant cette réunion, faisait un parallèle avec Jean Giono. Vous avez déjà publié nombre de titres.
Ici, on l'a bien compris, c'est un roman, mais dans lequel on parle aussi de ce qui peut nous dépasser, d'une force qui serait peut-être surnaturelle. Pourquoi ce livre maintenant, dans votre parcours d'auteur et dans votre vie personnelle? Pour vous répondre, il faudrait plutôt un canapé qu'un fauteuil. Parce que c'est une question intime à laquelle moi-même je ne me suis pas confronté. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit ce roman sous hypnose. J'ai eu le sentiment pendant toute l'écriture que je faisais n'importe quoi, parce que justement des gens attendaient de moi les romans historiques que j'ai publiés naguère, ou des romans plutôt construits que j'ai fait depuis, contemporains, et pas du tout ça, quoi. Donc c'est le premier texte pour quelqu'un comme moi qui a un peu de bouteille maintenant, avec 32 livres derrière lui, bon, le premier texte où j'ai eu peur en l'envoyant, comme quand j'étais ce jeune auteur débutant qui faisait avec son sac de sport rempli de manuscrits la tournée des éditeurs parisiens. Voilà. Vous avez l'impression que ce roman sera un marqueur dans votre parcours? On l'espère tous ceux qui se succèdent sur cette estrade l'espèrent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est singulier parmi mes écrits. Oui. Il ne ressemble à aucun autre, et en tout cas, il est sincère. C'est un roman où on le retrouve tout le talent de votre écriture, mais c'est vrai qu'on est emporté, je le disais, au début un thriller, un conte fantastique, et puis très vite ce roman qui va vers l'ésotérisme, avec ce pilote d'hélicoptère que l'on suit avec beaucoup de plaisir de lecture. Merci Olivier Blesse, ça s'appelle Nous les vivants, c'est votre actualité.